Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Finalement, c'est la première fois de ma vie où j'ai été obligé de penser, alors quand t'es entrepreneur, tu penses à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, soyons fous, et c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, merde, tu vois, en 2035, à quoi va ressembler le monde en 2035 quand mon fils ou ma fille aura 20 ans à cette époque-là, quoi. J'ai eu la même réaction. Donc c'est la première fois, ces petits chocs, donc j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai rencontré plein de gens, tu vois, des chercheurs, j'ai rencontré un chercheur notamment à Londres qui travaillait notamment sur est-ce que l'histoire est un modèle mathématique qui se reproduit, tu vois, essayer de prendre les critères, cette instabilité là. Et donc tu te rends compte que les perspectives elles sont un petit peu angoissantes. À cette époque-là, Donald Trump vient d'être élu. Il y a le début du Brexit. Moi, le Brexit, ça a été très très dur pour moi parce que tu vois, quand t'as bossé à la Commission européenne, ça te fait t'as quand même l'idéal européen. Et puis l'Angleterre, c'était quand même un pays clé, tu vois, de cette ambition-là. Donc c'était quand même un truc. T'avais la crise des migrants qui était aussi pour moi bouleversante parce qu'on a oublié qu'à 77 ans, c'était nos grands-parents, ou 78 ans, c'était nos grands-parents qui étaient ces migrants et qui fuyaient la guerre sur notre terre, sur notre territoire. Aujourd'hui, c'est une aberration qui est 78 ans de paix en France, parce que c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc il y a cette sorte de prise de conscience vraiment assez forte et j'ai envie de faire quelque chose. Donc ça commence comme ça. Et puis le deuxième moment, donc j'appelle ça un peu mon moment Bernadette Soubirous, tu vois. Je suis tombé par hasard sur une étude qui a été faite par une sorte de syndicat international des offices du tourisme sur la notoriété des régions dans le monde. Donc en gros, ils ont mesuré dans 70 pays, je crois, quelles sont les régions les plus connues en mode top of mind, donc spontané. Donc la première, sans surprise, tu vois, c'est la Californie, c'est la ruée vers l'or, Hollywood, Silicon Valley, c'est un peu l'endroit un peu touché par la grâce directement. La quatrième, si je dis pas de bêtises, c'est la Catalogne. Beaucoup, hyper intéressant de comprendre, c'est beaucoup les Jeux Olympiques de Barcelone de 92 et puis le Barça en foot qui ont fait une sorte de soft power énorme sur la marque Barça, la marque Catalogne. Okay. La troisième, hyper intéressant. Pourquoi les Jeux Olympiques peuvent servir à quelque chose? Les JO, je pense que ouais, ça peut transformer, puis ça a transformé cette ville en l'espèce. Et le troisième, c'est la Floride, hyper intéressant, donc une partie de l'American Dream pour les latinos, donc là-bas c'est super important. Et puis une référence que tu vas forcément connaître, c'est Miami Vice, là, de fait qu'à Miami, la série télé de Don Johnson, tu vois, qui a fait une pub monstrueuse dans les années 80, ça joue. Et la deuxième région la plus connue, c'est la Normandie. La Normandie, c'est pas pour son camembert ou pour le fait qu'on ait les stades Malherbe de Caen. Excuse-moi, mais Barcelone, San Francisco, la Floride et la Normandie, chercher la tâche. Non, alors faut pas se dire chercher la tâche parce qu'au-delà du fait que ça soit une ville admirable et que ça soit la ville du plus grand club de foot français, le stade Malherbe de Caen, c'est Capton ne dira pas le contraire. Pierre-Antoine ne contredira pas, et Orelsan naturellement maintenant à Caen. Mais en fait c'est pas connu pour sa scène économique ou sa scène gastronomique ou son Mont-Saint-Michel, c'est un seul fait d'histoire, c'est le débarquement. Et le débarquement, qu'on le veuille ou non, c'est le plus grand événement un peu, entre guillemets, positif, même si c'est dramatique, enfin le débarquement en soi c'est dramatique, mais c'est une sorte d'alignement de 12 pays donc il y a 156 000 hommes qui se mettent ensemble, de 12 pays et qui viennent débarquer sur les plages de Normandie. Et si toi et moi on se parle aujourd'hui qu'on est libre, c'est grâce à ces gens, et puis grâce aux Russes, faut pas oublier l'URSS directement, et donc c'est un moment de l'histoire. On parlerait peut-être en allemand, t'en sais rien. Exactement, on sait pas ce que l'avenir nous a réservé, mais en tout cas, et tu vois, moi en enseignant aux US, j'ai jamais dû expliquer. Toi, je dis, I grew up in Normandie. Personne ne me demande où est la Normandie. En fait, t'as un truc de malade que les gens réalisent pas. Le mémorial de Caen, c'est un musée exceptionnel. Vraiment, j'invite tous les gens, surtout avec la période qu'on vit en ce moment, c'est un musée, mais tu vois, c'est le 2e ou 3e musée de France, mais vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes dans le train. Il y a des Américains, des Canadiens, en fait, t'as Tim Cook qui vient à Caen, Marc Benioff et tout. Enfin, il y a une sorte de décorrélation entre qui est amélioré en permanence, je crois, le mémorial. Le mémorial, ils ont ouvert une nouvelle aile qui est dédiée à l'Europe, qui est géniale. Le directeur du mémorial, là, Stéphane Grimaldi, c'est un mec exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, et qui a fait un boulot incroyable, où c'est devenu, tu vois, un musée qui est rentable et qui est autofinancé. C'est pas donc il est vraiment indépendant, c'est une société d'économie mixte, donc c'est une boîte.
mais qui te met, et on fait, tu vois, là, il y a le séminaire annuel de School Lab, et à chaque fois, on emmène les gens au mémorial parce que ça te remet les yeux en face des trous sur les époques qu'on vit et les moments de bascule, et qu'on n'est pas loin d'un moment de bascule. Ce qui t'explique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais connu 78 ans de paix de suite chez nous, donc ça va forcément, à un moment donné, vriller, on sait pas quand, et on espère le plus tard possible. Et donc voilà, donc donc pourquoi la Normandie le deuxième? Et du coup, donc cette mobilisation incroyable, et puis tu vois, le débarquement, c'était des jeunes, beaucoup de jeunes, t'avais des cathos, des juifs, des athées, des protestants, tous ensemble dans le même bateau au sens littéral, et ils ont fait pivoter le cours de l'histoire et tout, et les enfants musulmans, dans le sud de la France, musulmans, bien sûr, et donc t'as, tu vois, le plan Marshall qui reconstruit l'Europe, bah, c'est la conséquence de tout ça. Et en fait, j'ai eu une sorte de révélation ce jour-là. Je me suis dit, donc c'est là un peu mon moment Bernadette Soubirous, tu vois, j'ai un peu vu le Christ, et là je vois je me dis, je l'ai vu la Vierge, et je me dis, en fait, je vais faire le D-Day numéro 2, en fait. Je vais faire une mobilisation mondiale, je vais essayer de mobiliser des énergies du monde entier pour qu'on essaye d'affronter les grands sujets qui, à l'époque, sont les en toute simplicité. Je me dis shoot for the moon, tu vois, mais ça commence comme ça, hein. Vraiment, je me dis en fait c'est évident, tu vois, moi j'ai enseigné, j'ai des contacts aux US, j'ai des contacts entreprises, j'ai un peu de crédibilité entrepreneuriale, tu vois, j'enseigne, je sais mobiliser les énergies et tout, et en fait c'est ça que je veux faire. Et donc ça a commencé comme ça, le projet a commencé comme ça. Je suis allé voir le maire de Caen qui était fraîchement élu, là, Joël Bruno, qui est vraiment une personne remarquable aussi, et je lui ai expliqué un peu ce que je voulais faire. Je pense que sur le moment il a pas totalement tout compris parce que le truc était vraiment disruptif pour tout le monde, hein. Il était disruptif, et je lui dis notamment, je lui ai dit tiens, prends de latte, ça va se passer. Et je lui dis, et surtout, on se dit, bah voilà, il nous faut un bâtiment emblématique qui incarne ça, et qui va être un peu la maison blanche de la maison Moho, en fait, qui sont un peu les valeurs. Donc la mission de Moho, c'est ça, c'est créer des coalitions internationales pluri-acteurs pour essayer de résoudre concrètement des enjeux contemporains, donc essentiellement autour du climat aujourd'hui. Et comment ça se décline concrètement? T'as un lieu qu'on appelle le Moho HQ, qui est vraiment qui est basé à Caen, parce qu'on a choisi Caen parce que c'était la plus grande ville proche des plages du débarquement, hein, là où il y a le mémorial. Et donc on est collé à la gare, plein centre-ville. On a un lieu qui était une ancienne succursale Renault. Même l'histoire est magnifique, hein. Donc Caen en 1944, 85% de la ville est rasée par les bombes anglaises, hein. Ça, c'est aussi toute la complexité aujourd'hui de. Combien tu dis de pourcent? 85, je pense, ouais. Ça se voit bien, hein, d'ailleurs, hein, puisque. La ville, elle a aussi souffert de ça. Enfin, quand tu vois le vieux camp qui était magnifique, et puis, tu vois, ce que me disait souvent mon grand-père, il me disait, tu sais, à ce moment-là, il fallait reconstruire vite, il fallait loger les gens. On n'était pas là pour faire des concours architecturaux, mais c'est des bâtiments classés et tout. Donc, le centre-ville est très beau, mais il y a plein de bâtiments qui, effectivement, sont moins jolis dans nos critères actuels, bien que ça soit classé, hein. Moi, j'ai appris que c'était classé, tu vois, parce que c'est le symbole d'une reconstruction. Donc, c'est aussi un truc qui est très, et donc, on a préempté, donc, un des premiers bâtiments à la reconstruction, c'était une succursale Renault. Donc, c'était un énorme bâtiment que tous les Canets connaissaient, où tu allais acheter ta Renault 5, ta Clio, je ne sais quoi, et qui était à l'abandon depuis 2 ans. Donc la mairie de Caen, enfin la communauté urbaine a racheté le bâtiment, a préempté le bâtiment, et ça devient le cœur de ce lieu-là, qui est le premier collider en Europe. Alors donc qui leur appartient, tu le loues, toi. Exactement. Donc la communauté urbaine, donc quand la maire a racheté avec le soutien de la région Normandie, donc eux sont propriétaires, ils ont financé une partie de la réhabilitation, et aujourd'hui ce lieu-là, il est assez unique. Alors, on a eu beaucoup de soutien aussi. J'en reviendrai après quand j'ai essayé de convaincre, tu vois, je me suis dit, moi, il fallait mettre la philanthropie au cœur de ça, c'est-à-dire qu'on traite sur des sujets qui sont éminemment, tu vois, d'intérêt général. Donc, on a créé un fonds de dotation assez vite, donc qui est une version, on va dire, simplifiée d'une fondation. Et à l'époque, tout le monde m'avait dit, si tu veux, Olivier, tu passes trop de temps aux US, tu vois, on est français, c'est pas notre cam, tu vois, on n'est pas des philanthropes, on donne pas, tu vois, je vois à Stanford, Phil Knight, fondateur de Nike, qui donne, tu vois, 400 millions à l'école. Chez nous, ça existe pas, ils font pas ça, les grandes fortunes. Et on me dit, tu vois, il me dit, bah, à Caen, tu trouveras jamais rien, et si tu trouveras 100 000 euros max. Donc je dis, bah ok, bah commençons par le plus dur. Donc je me suis débrouillé pour faire un petit déj grâce à notamment une femme incroyable, la Nicole Gourmelon, qui était la directrice générale du Crédit Agricole Normandie, qui a organisé un petit déj avec toutes les 10-15 plus grosses fortunes du coin, où j'ai présenté ma vision, mon idée, avec 1 minute de silence après ma présentation, où je me suis dit, bah ouais, je suis un fou en fait, tu vois, les gens me comprennent pas, et puis là on a quasiment collecté 4 millions en une demi-heure, quoi. Des gens qui te disent, non mais attends, évidemment qu'on doit avoir un rôle là-dedans, qu'on doit incarner, qu'on le veuille ou non, quand c'est le symbole d'un mouvement, symbole de la liberté, d'un territoire qui connaît le prix de la liberté aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits, et qu'aujourd'hui, bah, c'est ça, un peu le territoire de changemaker, des gens qui veulent un peu faire bouger, donc ils m'ont dit banco, donc l'histoire commence comme ça. Ce lieu, on l'a ouvert il y a 1 an, en plein Covid, alors c'était vraiment pas l'idéal. Donc, caractéristique d'un collider, donc c'est un peu une nouvelle génération de tiers-lieux, c'est un lieu qui fait vivre de manière pérenne et continue des collider, tout collide, donc c'est un collisionneur en français. Et l'idée, c'est de faire vivre de manière pérenne et continue des populations différentes. Donc, tu as des étudiants qui ont l'intégralité de leur cursus dans le bâtiment. Donc, ils ont vraiment, c'est leur campus, quoi.
T'as des startups, t'as des salariés de TI, grands groupes, t'as des chercheurs, dans 6000 mètres carrés, et t'as 1500 mètres carrés gratuits et ouverts au public. Ça, c'était hyper important. Tu vois, moi, j'avais aussi beaucoup appris de l'expérience de Schoolab à Station F et autres. Je m'étais dit, si tu veux faire un truc ouvert sur la société, il faut forcément qu'il soit ouvert au public. Donc, t'as 1500 mètres carrés où t'accueilles des assos, des formations de gens en réinsertion, des jeunes. On a un resto, un bar, un coworking quand tu deviens. Et les gens, ils viennent vraiment? Bah, ça commence à vraiment bien venir.